Cette communication ne porte pas directement sur Michel Debré, elle s'intéresse à la situation des femmes réunionnaises. Il s'agit de montrer comment, quand en 1963, Michel Debré est élu député dans la première circonscription de La Réunion, son action au cours de ses mandats a des répercussions sur la vie quotidienne des Réunionnaises. Nous voulons montrer comment les femmes de La Réunion, longtemps exclues de la vie sociale et politique, ont bénéficié de l'évolution des années 70 et chercher dans ce contexte l'influence de l'action de Michel Debré ainsi que celle des associations pour transformer la condition féminine. Il ressort de ce travail qu'au cours des années Debré, la condition des femmes s'améliore lentement. À la fois parce que la Réunion se modernise, on vient de le rappeler, sous l'action de Michel Debré, et cela a des conséquences sur la condition féminine, et aussi, mais il ressort aussi que ce sont les femmes actives dans le monde associatif qui prennent réellement en main la cause des femmes, c'est cela que nous allons essayer de montrer ici. Pour le montrer, je brosserai un tableau en 3 temps. D'abord, un bref tableau de la situation de la femme réunionnaise dans les années 60. Puis, j'aborderai ensuite l'impact pour les femmes de l'action de Michel Debré dans l'île et les ambiguïtés de sa politique à l'égard des femmes. Et je terminerai en analysant l'importance de l'action du monde associatif pour les femmes de la Réunion. Alors, la condition féminine, la question de la femme n'est pas une préoccupation première pour Michel Debré, qui était davantage soucieux de l'équipement de l'île que de la condition féminine et de la vie associative. Cela a quelque chose de logique, puisque l'égalité des sexes n'était pas dans les années 60 une question qui était importante dans les mœurs ni dans les esprits, à l'exception des militantes féministes. Le positionnement de Michel Debré n'a donc rien de bien surprenant. À La Réunion, dans les années 60, les femmes sortaient peu de la sphère domestique. La question féminine était cependant loin d'être homogène dans l'île. Le mode de vie des filles d'Eva n'a rien à voir avec celui des dames créoles et métropolitaines. Celles que nous appelons les filles d'Eva, en hommage à l'ouvrage de Clélie Gamaleya, étaient très occupées par des maternités successives. Beaucoup avaient en charge une dizaine d'enfants vivants. Elles se consacraient souvent, après la messe de 5 heures du matin, aux travaux indispensables pour maintenir leur famille dans une vie tout juste précaire. On a rappelé ce matin la situation terrible de La Réunion, encore des situations économiques très dures dans les années 60. Dans certains cas d'ailleurs, les jeunes filles des familles pauvres préféraient se mettre au service des plus démunis et rejoindre l'association du Père Faveron. Leurs conditions de vie dans l'Union sociale des œuvres réunionnaises, plus connue sous le nom d'UOSR, étaient pourtant extrêmement dures dans l'aide apportée aux personnes en difficulté. Mais la situation de ces femmes avant leur arrivée à l'UOSR était parfois si dramatique qu'il est arrivé au Père Faveron de les aider à s'enfuir du domicile familial, ainsi que l'a rapporté une de ses volontaires de la charité. Le développement de ces volontaires était exemplaire, mais il n'est pas certain que leur engagement leur ait permis, comme nous l'a confié le père René Payette, de chapper la misère. Il convient de remarquer à ce propos que le père Faveron a été l'un des premiers, avec le PCR, par le biais de l'Union des femmes réunionnaises, à confier à des femmes des responsabilités associatives. Dès 1962, en effet, le père Faveron exige que certaines employées créoles fassent partie du conseil d'administration de l'UOSR. Évidemment, la vie des femmes de milieu aisé n'a rien de commun avec celle des précédentes. Elles étaient très occupées par la tenue de leur maisonnée, qui comprenait assez souvent une nénenne pour les enfants, une femme de ménage, une cuisinière et un jardinier. Elles avaient pour leur part une vie sociale très remplie, mais par les cercles et par les clubs, donc des conditions de vie extrêmement différentes de celles que nous venons de décrire. Dans cette situation, les militantes de l'Union des femmes françaises se distinguent dès 1946. Cette association est la seule à avoir été dirigée par des femmes, notamment Isnel Hamelin, Marie Gamel, Laurence Vergès, Alice Peverelli et Clélie Gamaleya. L'UFF soutenaient les positions du Parti communiste. Cependant, ces militantes consacraient une grande partie de leur temps à aider les femmes pour la résolution de leurs problèmes quotidiens. Elles revendiquent d'ailleurs très tôt l'alignement des prestations sociales réunionnaises sur celles de la métropole.
Les seules femmes à avoir exercé un mandat électoral pendant la 4e République étaient d'ailleurs des militantes de l'UFF, Isnel Hamelin et Marie Gamel au Conseil général. D'autres étaient présentes dans les conseils municipaux. Ces femmes disparaissent de la scène politique à partir de 1958, lorsque le préfet Jean Perrault-Pradier parvient à dissoudre les municipalités communistes. Alors, passons au deuxième point, l'impact de l'arrivée de Michel Debré à La Réunion en 1963. Cette arrivée représente un espoir de changement pour une partie de la société réunionnaise. Cependant, pour le sujet qui nous préoccupe, les contraintes sociales et patriarcales ont continué à peser sur les femmes comme par le passé. Si quelques jeunes filles ont pu profiter de la transformation de l'enseignement, les mères de famille n'ont pas bénéficié des progrès espérés. Les communistes et les catholiques des associations familiales catholiques réclamaient d'ailleurs une augmentation des allocations familiales, qui était très faible par rapport à celles versées en métropole. La réponse de Michel Debré à cette revendication a été d'affecter le différentiel des allocations familiales dues aux familles réunionnaises à un organisme géré directement par le préfet, le Fonds d'action sanitaire et sociale obligatoire, ou FASO. Les sommes ainsi collectées étaient considérables et elles bénéficiaient aux municipalités ou à certaines associations. On peut toutefois porter au crédit du FASO l'amélioration des cantines scolaires, car l'administration estimait que c'était la seule façon de lutter contre la malnutrition. En définitive, pendant les années Debré, les mères n'ont pas bénéficié de la totalité des allocations familiales qui leur auraient permis d'améliorer le sort de leur famille. Elles étaient jugées incapables de gérer de telles sommes et les décideurs étaient convaincus qu'une augmentation des allocations les aurait incitées à avoir davantage d'enfants. Ce raisonnement peut paraître curieux car elles avaient déjà près d'une maternité par an. Pourtant, Michel Debré écrivait encore en 1974 que, je cite, « Si un régime particulier n'avait pas été envisagé, on eût assisté à une comédie aux conséquences tragiques, la fainéantise alimentée par la naissance d'enfants nombreux ». Une autre institution créée par Michel Debré, le Bumidum, a eu des conséquences importantes pour nombre de jeunes réunionnaises. Ces dernières étaient sommairement formées aux travaux domestiques avant leur départ en métropole. Certaines y ont trouvé une vie meilleure, du moins lorsqu'elles ont eu la chance de trouver ce que le père Favron appelait des familles honorables. Le père Michel Reynolds, expulsé de La Réunion en décembre 1970 en raison de ses engagements, est arrivé à Lyon à la fin de 1971. Alerté par des militants de l'Union générale des travailleurs réunionnais en France, il a constaté le désespoir de jeunes réunionnaises parties dans le cadre du Bumidum et hébergées à 4 par chambre dans un foyer de Villeurbanne pour 400 francs par mois et par personne, alors qu'elles gagnaient tout juste 800 francs mensuels. Alain Lorraine, lui aussi militant du groupe TCR, a mené peu après une enquête auprès des immigrantes hébergées dans des foyers et il a constaté nombre de situations dramatiques. Les filles sont, et je cite son rapport, « Les filles sont conditionnées pour se sentir une âme de Cendrillon afin d'échapper à la case chaumière et à la misère. Et le prince charmant, système colonial oblige, aura bien souvent l'apparence d'un oreille aux yeux bleus qui leur donnera ce qu'elles cherchent vraiment, une maison, une situation. Ces illusions se payeront souvent très cher, un seul chiffre. Dans un foyer féminin du sud de la France, 30 pensionnaires, 24 mères célibataires 10 mois après leur arrivée en France. » Il n'y a donc pas eu de la part des pouvoirs publics, c'est-à-dire de la part de Michel Debré, qui revendiquait du moins jusqu'en 1974 la responsabilité de toute décision politique à La Réunion, d'aide véritable à l'émancipation des femmes réunionnaises, mais plutôt des adaptations, la mise en place de mesures pour transformer leurs conditions suivant ce qui semblait utile pour l'île. En revanche, la transformation des conditions de vie dans l'île, et notamment l'évolution extrêmement rapide des structures scolaires, a largement bénéficié aux filles. Avant 1974, plutôt que les pouvoirs publics, ce sont les associations qui se sont employées chacune à leur manière à améliorer la condition féminine. L'UFR, Union des femmes de La Réunion, succède en 1958 à l'UFF. En 1974, l'UFR célèbre pour la première fois la journée de la femme, le 9 mars au Tampon, et cette journée est un succès. L'année suivante, ces rassemblements ont lieu dans de nombreuses communes, et cette manifestation bénéficie de l'impact de l'année internationale de la femme décidée par les Nations Unies. Les actions de l'UFR en faveur des femmes, relativement diffuses avant 1976, se concrétisent avec la parution du journal Eva et l'arrivée d'Huguette Bello au secrétariat général.
On trouve dans le périodique Eva des revendications sur les allocations familiales, sur la santé, sur l'emploi, mais aussi pour la première fois la dénonciation des violences faites aux femmes, dénonciations qui ne sont pas spécifiquement dirigées contre la droite. Si une enquête est consacrée à un viol impuni commis par un employé municipal d'Auguste Legros dans l'exercice de ses fonctions, une autre détaille le calvaire d'une femme subissant les coups d'un époux sympathisant du PCR. En mars 1979, les militantes de l'UFR constatent également que le PCR, qui leur a fait une large place pour soutenir son propre combat, ne souhaite véritablement pas les voir figurer comme candidates au Conseil général. Dans Eva, on peut lire « Il est à regretter que les femmes ne prennent pas une part active dans la vie politique de notre pays. Une seule femme étant candidate au Conseil général sur les 19 candidats présentés par le Parti communiste réunionnais. Et en 1983, Huguette Bello est élue conseillère régionale. Première femme sur la liste du PCR, elle figurait cependant seulement en 7e position. On peut dire donc que si Michel Debré ne voyait pas la nécessité d'une grande implication des femmes dans la vie politique réunionnaise, le PCR ne souhaitait pas non plus les voir très impliquées, en tout cas en tant qu'élus. Une autre association, l'AREP, Association réunionnaise d'éducation populaire, créée en 1962 pour améliorer le sort des familles réunionnaises, s'intéresse également au sort des femmes. Cette association n'avait pas été créée pour aider les femmes, mais plutôt les familles des petits agriculteurs qui étaient à cette époque nombreuses et très démunies. Cependant, ce sont les femmes qui ont le plus rapidement bénéficié des conseils de l'AREP. Elles étaient plus réceptives aux conseils que les hommes. Les bénévoles de l'AREP, notamment les docteurs Jeanne et Michel André, popularisent dès 1962 une première méthode de contraception, seule acceptée par l'Église catholique, la méthode des températures. Même si l'AREP n'a vulgarisé que cette seule méthode, contraignante et peu efficace, elle a eu plusieurs conséquences. La première a été d'accorder un certain pouvoir aux femmes sur la maternité, et cela indépendamment de la volonté de leur mari. Surtout, cette association a permis à l'AROF, Association réunionnaise d'orientation familiale, créée sous l'impulsion du docteur Pierre Lagourgue, de toucher dès 1966 un large public féminin. L'AROF conduit ainsi les femmes à s'émanciper de l'emprise de la société patriarcale, à éviter les grossesses multiples non désirées et à avoir une vie meilleure par un diagnostic précoce à 75% du cancer de l'utérus. L'AROF était sévèrement critiquée par le PCR, notamment hostile à la contraception par injection, et par l'Église catholique, qui condamnait l'ensemble de son action. Presque au même moment, l'ARA-JUFA, Association réunionnaise d'aide judiciaire aux familles, qui voit le jour en 1969, également avec le soutien du Conseil général, joue un rôle considérable pour l'amélioration du sort des réunionnaises, puisque cette association s'occupe des séparations et des divorces, dans lesquels ce sont le plus souvent les femmes qui subissaient les conséquences financières. On aurait pu attendre un changement plus net de la condition féminine après mai 1968, car en métropole, ces événements ont conduit à remettre en cause les rapports d'autorité. C'est bon, on est dans les temps. Cependant, la société réunionnaise n'a pas été sensible à cette évolution. Alors, il faut attendre les mesures prises sous Valéry Giscard d'Estaing avec Simone Veil pour le voir véritablement quelques transformations, notamment par l'action des associations féminines dans l'île. Une autre mesure contribue à faire évoluer la condition féminine. À partir du 1er mai 1968, les employeurs sont tenus à payer les employés de maison au SMIG et de les déclarer. Or, les employés de maison sont majoritairement des femmes. Le GIR titre d'ailleurs « Les gens de maison deviennent les nénènes ». Derrière cette formule lapidaire, il faut voir l'accès à l'indépendance financière de nombreuses femmes et la reconnaissance de leurs droit au congé maladie, etc. Quelle est la position de Michel Debré à la même époque ? Eh bien, il est pour sa part sur la défensive, car il s'oppose à Pierre Lagourgue, représentant de Valéry Giscard d'Estaing dans l'île. Il n'est plus aussi assuré de bénéficier du vote féminin, et il tente de se rapprocher des électrices de sa circonscription. En 1975, à Saint-André, 300 femmes d'une nouvelle association sont réunies en sa présence par l'épouse de Jean-Paul Virapoulet pour, je cite, « informer les mères de famille et les jeunes filles, promouvoir le statut de la femme et organiser des cours de couture, de tricot, crochet et autres ».
Michel Debré conclut la rencontre sur les difficultés à appliquer l'allocation logement et l'impossibilité financière de mettre en place une allocation pour la femme au foyer. Comme je sens une très forte pression à ma droite, je vais réduire, et vous pourrez le lire, le développement de la part de la présence féminine parmi les élus dans l'île pour en arriver tout de suite à la conclusion, et on reparlera dans cette conclusion de Michel Debré. On signalera que c'est seulement au cours des années 90, c'est-à-dire après que Michel Debré ait quitté définitivement la scène politique, que les Réunionnaises ont commencé lentement à jouer un rôle politique dans l'île. Il ne faut pas y voir une relation de cause à effet, car bien que Michel Debré n'ait jamais milité pour la promotion politique des Réunionnaises, il n'a jamais cherché non plus à les empêcher de prendre des responsabilités, ce n'était simplement pas dans l'air du temps. À la fin des années 70 d'ailleurs, Michel Debré rappelait que c'était lui qui avait ouvert l'accès de l'ENA aux femmes. Mais dans le même temps, Michel Debré se battait pour le statut de la mère de famille, pour une politique maternelle plutôt que pour leur accès au monde du travail et aux responsabilités. Et là, on en revient à ce qu'expliquait Gilles Gauvin dans sa communication. Le point de vue de Michel Debré, qui souhaitait voir davantage les femmes au foyer, était que la nation avait besoin d'enfants pour être forte. Et voilà pourquoi il valait mieux qu'elle n'occupe pas forcément des responsabilités extérieures dans le monde du travail ou dans la politique, mais qu'elles soient plutôt des mères de famille, d'où le statut qu'il réclamait. Je vous remercie.